Atteindre le top niveau en chasse sous-marine impose tout d'abord au moins 300 sorties plongées annuelles. Il faut être dans l'eau pratiquement chaque jour pendant plusieurs heures pour y travailler son adaptation à n'importe quel état de la mer, son profil de nageur avec palme et évidemment son apnée. Il faut aussi évidemment approfondir, c'est bien le mot, sa connaissance du gibier, ses mœurs, ses gîtes, ses réflexes et ses habitudes. Il faut perfectionner sans relâche les techniques de repérage et de capture. Ce gros travail de base quotidien en mer ne dispose pas d'une préparation physique et psychologique à terre. Vélo, yoga, musculation, footing sont aussi au programme du chasseur sous-marin de haute compétition. Il se doit avant tout d'être un athlète très affûté. Un championnat du monde, c'est 10 heures seul en mer sur 2 jours. Une apnée moyenne dure 1 minute et demie sur des fonds jamais inférieurs en général à 15-20 mètres et voisinant parfois, sinon souvent, pour certains, 40 mètres. Ainsi a-t-on calculé que pendant ces 2 jours, sur 10 heures de compétition, un chasseur effectue un nombre d'apnées qui, mises bout à bout, additionnées l'une à l'autre, reviennent à passer 5 heures sous l'eau. Toutefois, en chasse sous-marine, être athlétiquement performant est indispensable, mais ne garantit pas la réussite. Car le prochain championnat du monde, qui désignera ses vainqueurs sur 2 jours de compétition officielle, débutera en fait 3 semaines plus tôt. Une zone d'une longueur de 50 km sera livrée aux compétiteurs qui pourront, sans fusil, la reconnaître à leur guise, sans limite de temps. Cette immense étendue sera divisée en 5 zones de 10 km, et c'est seulement la veille du championnat que les 2 zones où il sera disputé seront tirées au sort. Ainsi, l'athlète se doit d'être un stratège, un tacticien, un théoricien, un homme de terrain. En chasse sous-marine, aucune prise au-dessous de 500 grammes n'est valable. Chaque prise donne lieu à des points directement liés à son poids, 1 point par gramme additionné à 500 points de bonus qui constituent une prime à la fine gâchette. À poids égal, mieux vaut prendre beaucoup de petits poissons qu'un seul gros. Un poids plafond de 13 kg limitera le facteur chance. Chaque prise au-delà de ce poids ne rapportera que les points accordés pour 13 kg, soit 13 500 points. Squales, raies, crustacés et céphalopodes sont interdits, leur capture est trop facile. Murènes et congres ne sont pris en compte qu'à partir d'1,5 kg et quel que soit leur poids, ne comptent que pour 1,5 kg, leur capture n'offre pas de grandes difficultés. Un chasseur sous-marin ne peut donc se contenter d'être athlétiquement performant. La veille des championnats du monde, il doit avoir digéré toutes les réflexions, toutes les intuitions, les découvertes, tous les savoirs, tous les renseignements, toutes ces données accumulées au cours des 3 semaines de labeur dans 50 km d'océan. Il sera ainsi en mesure de gérer plus efficacement ces données le jour où il devra se battre contre le gibier, contre les autres compétiteurs et contre lui-même. En cette veillée d'armes, chacun a droit à son rêve directement lié à ce qu'il se souhaite pour le lendemain. Voici en exclusivité celui que Bernard Salvatori nous a confié.
Je palmais vers une pierre à mes roues quand soudain, à l'intuition pure, j'ai décidé de m'offrir une plongée dans le bleu désertique. J'ai plané en descente jusqu'à une vingtaine de mètres et là, l'espoir aux aguets, mes yeux ont été aimantés par l'œil opale et immobile du silence. On s'est contemplé, et puis il y a eu au milieu de notre mutisme un frémissement de lumière, une mouvance d'ombre. Elle m'avait vu évidemment, avant que je ne la voie, mais une seconde plus tard. Je nommais son secret, Liche. Vendredi 29 septembre 1989. Tout le nord de la Sardaigne est balayé par un vent très fort de nord-est. 19 nations, avec 56 compétiteurs et 140 pneumatiques, sont fin prêts pour disputer l'ultime compétition. Il est 8 h du matin. Les organisateurs attendront jusqu'à la mi-journée pour annuler la première manche. Si la pression atmosphérique est en baisse, la tension, elle, aurait plutôt tendance à monter chez les compétiteurs. Je crois qu'avec ce temps, c'est aussi dangereux de faire la compétition. D'après les informations, journée d'aujourd'hui annulée, normal, trop mauvais temps, il y avait trop de risques. Journée de demain, donc remise, il y a une annonce de beau temps et ça c'est important. Et peut-être la deuxième journée dimanche qui serait l'idéal. Maintenant, si le temps veut bien s'y mettre, ça va être un truc fabuleux. C'est qu'il gagne le championnat du monde, c'était le meilleur pêcheur. Voilà. Samedi 30 septembre, le vent est à peine tombé et la mer toujours démontée. Le départ de la première journée va avoir lieu. Bernard Salvatori et son entraîneur Jean-Denis Commer sont inquiets des conditions. C'est l'état de la mer, la visibilité, pas de courant, tout ça, parce que bon, on a fait un repérage assez profond. Et ce qui nous inquiète, c'est ça. On a besoin d'être dans l'eau et de voir. En tout cas, la zone nous convient. Maintenant, il faut voir si les conditions vont être favorables pour pouvoir mettre les chevaux en route, comme on dit. C'est parti là. Alors, faut nous lâcher parce qu'on n'en peut plus. Il est à peine 7 h 40 du matin. Avant de partir, Espagnols et Italiens se sont laissés aller à quelques confidences qui en disent long sur leurs craintes de l'équipe de France. Tout le monde a compris que le poisson était très difficile dans cette région. Ce championnat sera sans doute le plus profond depuis sa création. Desprats a prospecté à 32 mètres, Carodano à 35 mètres et Salvatori jusqu'à 39 mètres de fond. Une demi-heure plus tard, à 4 km au large de San Teodoro, le départ est donné par le bateau de l'organisation. Loin de s'éparpiller, les bateaux prennent la direction du large. Gérard Carodano, Ricardo Molteni et José Armengual partent chasser sur le même site. La bataille va être dure.
Bernard Salvatori connaît une mise en train difficile. La brume côtière et la mer ne lui facilitent pas la tâche dans la recherche de ses premières pierres sur des fonds de 33 mètres. L'angoisse est d'autant plus grande qu'il sait que la différence avec ses adversaires ne peut être faite que là, très profond. Bernard Salvatori utilise une ceinture largable qu'il laisse au fond. Elle lui permet de baliser l'endroit car il est indispensable ensuite de redescendre suivant une verticale parfaite. Après 2 heures, le maximum est atteint. Les pierres qu'il rejoint sont à 39 mètres. C'est sans doute un record en compétition. Un mérou difficile vient d'être tiré de face, mais une pierre empêche sa sortie. Après avoir immergé son ballon à 3-4 mètres de profondeur et l'avoir relié à l'arbalète, Salvatori retourne déplacer la pierre, opérant comme s'il chassait dans 20 mètres d'eau. Un dernier effort aura raison de son 4e mérou.
vous à la fin, il y avait une mauvaise On voyait pas à la fin, je voyais plus rien. J'ai deux pires que j'ai pas trouvé parce que je voyais plus rien. Je voyais plus les. Tu voyais plus tes alignements? Je voyais plus le volard. Hein. C'est un gros Plus, poisson. les trucs. Encore celui-là, je l'ai plus, vous voyez, je l'ai plus. On a eu de gros problèmes avec les repères. Et en plus, sur les bières, j'en avais 4. Gérard. Ça va donner plus d'un. La France a fait un bon résultat. Alors moi je suis content et puis surtout l'ambiance qu'il y a eu pendant tout le repérage. Une équipe comme ça, il en faudrait tous les jours. Je suis allé sur une zone qui était pas loin de là où j'en avais vu 4 sur 39 mètres et là j'ai eu du mal. Hein. Et entre temps il y a un gros congre, qui est venu se mettre à côté du mérou, il me gênait. J'étais obligé de le tirer. Et c'était une plongée difficile ça avec ce congre. Parce que je voulais le sortir tout de suite parce qu'il salissait le trou. Et je l'ai sorti dans la plongée, j'ai défait mon moulinet. Mais ça a été une plongée difficile qui m'a handicapé pour 1 heure. Ma pêche, moi, j'ai eu moins de parcours à faire que les autres parce qu'elle s'est fait sur le même endroit. J'avais vu trois mérous dans la même pierre. Il s'avérait qu'il y a un congre qui a laissé la place au 4e. Je m'en suis aperçu vers le milieu de la compétition. J'avais déjà immobilisé deux individus. J'en ai tiré 2 avant de commencer à essayer de les sortir du trou. Puis c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait le 4e. J'ai travaillé un peu sur les conseils de mes amis qui ont un peu plus l'habitude que moi sur cette pêche parce que c'était relativement bas. J'ai travaillé avec le moulinet, le ballon et ça s'est relativement bien passé parce que les poissons ne se sont pratiquement pas accrochés. Ben moi tous mes poissons n'étaient pas au rendez-vous. 3 mérous repérés, 3 mérous qui n'étaient pas là. Et après je me suis déplacé sur des pierres fendues que j'avais repérées avec Alain. Et il a fallu que je me déplace assez souvent au milieu de tous les autres compétiteurs, au milieu de tous les bateaux, et que je tape un poisson après l'autre. Et j'ai fait absolument ce que j'ai vu. J'ai ni raté, ni décroché, et j'ai ni vu autre chose. À l'issue de cette première manche, c'est l'Italien Riccardo Molteni qui occupe la tête du classement devant le Français Gérard Carodano. L'Italien Renzo Mazzari 3e, Bernard Salvatori 4e et l'Espagnol José Amengual 5e. Les chances de la France sont intactes. Je regrette simplement que Didier ait manqué un peu de réussite, mais ce n'est que partie remise et demain on repart à 0. Dimanche 1er octobre, la seconde journée a lieu comme prévu au sud de San Teodoro. Sur cette zone, il faudra partager le poisson avec les Italiens, sauf pour Bernard Salvatori. Il abandonne tout le monde et part en direction du large, se battre dans des profondeurs exceptionnelles. Elles vont lui permettre d'embarquer plusieurs gros mérous.
de théâtre, Molteni, gagnant de la première journée, trouve quelqu'un sur chacun de ses postes. Pour lui, la compétition devient vite une épreuve de vitesse en bateau. Il reviendra sans aucun poisson. Pendant ce temps, Mazzari, comprenant qu'il ne faut pas suivre les Français au-delà de 32 mètres, se permet de capturer un poisson très difficile, un denti de 4 kilos. Les trois de l'équipe de France réalisent une journée fabuleuse. L'ambiance à la rentrée du port est à son comble. Attention Mazzari, hein. Mazzari frappe 20 poissons, un dent, 2 mérous petits. 20 poissons, un dent, si tu comptes au million, ça fait 30 millions, ouais. Hélas, les gros mérous de l'équipe de France n'ont pas suffi. Le poids des poissons pêchés par les Français est supérieur à celui des Italiens, mais 56 prises pour l'Italie contre 24 pour la France donneront la victoire aux Italiens. La victoire individuelle échappe aussi à Gérard Carodano pour 1060 points, l'équivalent d'un poisson de 500 grammes. Mazzari depuis plusieurs années maintenant. Je le considère plus qu'un compétiteur, je le considère comme un ami. Il m'a soufflé le titre de champion d'Europe l'année dernière. Cette année, il me souffle le titre de champion du monde. C'est la loi du sport. Mais ce que je veux dire, c'est que Renzo Mazzari, c'est quelqu'un de très fort et que se faire battre par lui, c'est quand même quelque chose. Perdre le titre de si près, ça fait quand même peine. Mais Renzo Mazzari, c'est quelqu'un d'extraordinaire dans la chasse sous-marine. Et pourtant, la performance de l'équipe de France reste remarquable. De cette compétition extraordinaire, on retiendra 3 choses. Le triomphe italien, l'exploit des Français, et sûrement le plus important, la beauté de la chasse sous-marine quand elle est pratiquée par les seigneurs de l'apnée.